Alors, Arnaud Villec de GazUp, vous allez vous présenter. Thibaut Baquet, vous êtes de Transport Ouch, vous allez également vous présenter. Christophe Charbonnier, Piquet Charbonnier, également, si vous voulez bien vous présenter. Je veux tout savoir, tous vos pédigrés. C'est quoi votre pédigré? Bonjour, donc Arnaud Villec, directeur général de GazUp. GazUp, c'est un réseau de stations multi-énergie en fait qui appartient aux transporteurs, qui est co-détenu par les transporteurs et qui est co-géré par les transporteurs. Donc aujourd'hui, on a 16 sites, on a 5 chantiers, une dizaine de projets sur des stations multi-énergie. Donc on distribue du gaz sous forme compressée liquéfiée et on va implanter nos premières bornes, nos premiers superchargeurs cette année. Et voilà, on a différents projets, notamment aussi sur l'hydrogène, qui sont plus tard. Donc on distribue des carburants alternatifs et donc on travaille avec les transporteurs pour développer ces solutions. Votre année de création? Alors on a été créé en 2015, donc nous ce qui nous intéresse c'est tous les carburants qui ont deux propriétés, qui sont propres et renouvelables. Transport Piquet Charbonnier, non mais restez. Donc allez, toi Christophe. Christophe, si vous voulez bien vous présenter. Alors Christophe Charbonnier, donc je suis le président des Transports Piquet Charbonnier, donc l'adhérent FLO du département 89 dans le Maine. Donc l'entreprise que je dirige est une entreprise familiale, une entreprise centenaire. Je suis la 4e génération. En termes de taille d'entreprise, on a à peu près 200 personnes, 25 millions de chiffre d'affaires. On a un parc d'environ 130 moteurs. Et on a deux métiers, en fait on a le transport et la logistique. Et en logistique, on a à peu près 30 000 m² de bâtiments répartis sur 3 sites dans le département de Lyon. Et pour terminer la présentation, une clientèle plutôt orientée industrie, grande distribution et le monde viticole. C'est bien, vous faites la transition aussi ou pas? Je pense. Non mais c'est bien, moi j'aime bien quand on fait les transitions. Parce que le lien avec Arnaud, effectivement, c'est le réseau GazUp, dont je fais partie et dont j'ai été président quelques années. Et donc maintenant je passe la parole au Transport Ouch, qui font également partie du réseau GazUp. Merci, donc Thibaut Baquet, je suis responsable qualité, sécurité, environnement de la société Ouch, qui a été créée en 1965 à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne, donc on est l'adhérent FLO du département de l'Aisne depuis 1993. Nous, on est une société de transport, de logistique, de conditionnement, on est répartis sur 10 sites, 400 collaborateurs, et j'ai intégré la société il y a 4 ans. Voilà. Bravo, merci d'être avec nous, merci d'être sur ce stand de SITM. Qu'est-ce que justement, on parlait de GNL et GNC, l'hydrogène, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les avantages aujourd'hui? Alors moi je vais surtout parler du GNC, parce que nous on a fait ce choix-là, donc c'est le gaz naturel comprimé, c'est-à-dire que c'est le gaz du réseau GRDF classique qui arrive sur les sites comme au domicile de chacun pour le gaz et le chauffage. Donc nous on a une cinquantaine de véhicules, donc tracteurs et porteurs qui roulent au gaz naturel sur une flotte d'un peu plus de 150 véhicules. Donc l'ambition c'est d'avoir 80 véhicules à terme. On a fait ce choix parce que ça correspond aussi à nos flux, à nos tournées, donc on a des autonomies de 400 à 800 km. Donc nous on a une activité principalement régionale, aussi la zone longue, mais c'est pas forcément pas avec le gaz. Et donc on avait commencé avec 2 stations en charge lente et maintenant on a une station donc à Saint-Quentin avec GazUp en charge rapide et une deuxième en construction à Thibault-les-Cambrai dans le Nord en charge rapide qui a commencé il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Voilà, donc ça sera ouvert pour l'été. 2 ou 3 semaines alors, vous avez plus de chiffres, plus d'informations? En tout cas, elle sera ouverte pour cet été. Voilà, elle sera ouverte pour cet été. Donc ça, c'est pour le GNC qui vient des réseaux de gaz, qui peut être produit également à partir de ressources renouvelables. Là, c'est la méthanisation. Et c'est ça l'ambition de GazUp, c'est d'aller très vite vers le gaz vert. Parce que le gaz fossile est condamné à terme pour des raisons évidentes. Et donc l'objectif, c'est de développer ce réseau avec les transporteurs pour pouvoir développer la méthanisation. Et donc ce gaz, il peut aussi être GNL. Et donc je vais laisser peut-être à Christophe la parole, puisque lui est plutôt parti sur le GNL, qui est le gaz naturel liquéfié. Alors, chez Piquet Charbonnier, on est plutôt des grands routiers, c'est-à-dire qu'on fait de la grande distance. Donc le GNC a une autonomie plutôt de 450 km, donc ça ne convenait pas pour nos activités. Donc on a basculé plutôt sur le GNL, donc le gaz naturel liquéfié. C'est le même gaz, hein, c'est juste la forme qui est différente.
et ça nous permet d'avoir une autonomie de 1500 km. Donc au départ de Lyon, on arrive à couvrir toute la France finalement sur un aller-retour. On fait éventuellement quelques compléments de plat. Merci. Alors justement, vous voulez rajouter quelque chose, hein? Oui, en fait, le gaz, voilà, les avantages du gaz, qu'il soit fossile ou pas, c'est quand même la pollution locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une énergie qui va respecter les normes les plus élevées en termes de bilan de polluants locaux, donc les NOx, les particules, etc. Et donc à ce titre, il peut rentrer dans les ZFE. Donc ça c'est très important, qu'il soit liquéfié, compressé, fossile, il peut rentrer dans les ZFE. Après, quand il est renouvelable, l'avantage c'est qu'il a un bilan carbone qui est quasiment neutre, puisqu'en réalité, du puits à la roue, la production de biométhane va capter plus de carbone que le carbone qui va être émis à la combustion. Donc tout le cycle de vie est relativement vertueux. Donc ça c'est important aussi parce qu'il y a deux thématiques aujourd'hui sur le transport routier. C'est d'un côté le changement climatique avec les émissions de CO2 et de l'autre le problème des particules fines et des polluants locaux. Et donc pour finir sur votre question, le gaz aujourd'hui c'est une des solutions, voilà, qui va être complétée par d'autres solutions que sont l'électrique ou l'hydrogène, à condition qu'il soit vert. Et aussi, il y a des solutions comme le B100 ou le XTL qui peuvent venir aussi compléter le bouquet en fait, qui va permettre aux transporteurs à moyen terme de répondre à la demande sociale pour un transport vertueux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier la façon de s'approvisionner, c'est ça? Est-ce que oui, ça c'est les transporteurs qui sont là pour nous dire. Est-ce qu'on doit avoir plusieurs possibilités éventuellement pour s'approvisionner? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on peut avoir un mix énergétique complémentaire, c'est-à-dire que effectivement le GNC c'est davantage, le GNL a les siens. L'électrique, nous, dans notre territoire, on ne l'a pas trouvé parce que actuellement l'autonomie ne correspond pas à nos circuits de distribution. On est sur du 180 km annoncé et plutôt 140 en réel et sur des circuits de distribution les plus courts de 150 km. Donc voilà, clairement l'électrique pour nous n'est pas adapté à l'heure actuelle. Alors effectivement, donc on peut aussi avoir du B100, on peut avoir pas mal de choses. Donc, mais en tout cas, le gasoil est en passe de disparaître. De toute façon, avec les ZFE, donc les zones à faible émission, nous sur notre territoire, on est concerné par 8 zones à faible émission quotidiennement. Donc c'est vraiment un choix qu'il faut faire. Donc après à chacun trouver le bon mix qui lui correspond. Peut-être votre avis également, s'il vous plaît, sur ce sujet. Alors sur le mix énergétique au niveau de la grande distance, aujourd'hui on est très limité. On n'a que le gaz naturel. Demain il y aura certainement l'hydrogène, ce qui n'est pas encore concret aujourd'hui. Moi, il faut savoir que la démarche, elle remonte à 2016. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, en fait, de basculer une partie de ma flotte. Tout est venu du constat, en fait, où avec l'ensemble de la flotte Piquet Charbonnier, on parcourait le tour de la Terre tous les jours. Donc, on voulait avoir... De la Terre? De la Terre, oui, tout à fait. Et c'est énorme! Donc, ça fait beaucoup de kilomètres, ça fait 40 000 kilomètres tous les jours, effectivement. Donc, on voulait avoir une action, en fait, par rapport à notre empreinte environnementale. Et donc, en 2016, le choix s'est porté sur le gaz naturel, qui était l'énergie dans le transport qui commençait à arriver, en fait. Alors, est-ce que cette façon de faire, c'est quel budget qu'il faut allouer à cette mise en place? Pour ouvrir une station, parce que déjà pour avoir des camions qui roulent au gaz naturel, il faut aussi des stations pour les ravitailler. Donc c'est là le but du réseau Gazop, qui est un réseau de stations appartenant aux transporteurs. Donc c'est à peu près 1 million d'euros sur une station au gaz comprimé, 1,5 million pour une station au gaz liquéfié. Ça me donne un petit peu l'ordre de grandeur des stations. Et après, au niveau des achats de camions, on est sur une base d'à peu près 30 à 40% au-delà d'un camion diesel classique, en fait. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être non, ça a été dit. Justement, Gazop, comment là on a bien vu justement que vous apportiez en fait directement chez les transporteurs, c'est ça? Alors, nous on travaille vraiment sur une base de projet, c'est-à-dire quand un transporteur veut mettre en place une station multi-énergie, mais pas que pour ses besoins propres, même si on fait aussi des stations privatives, l'idée c'est de l'aider au niveau de la conception, c'est-à-dire qu'on a un BET, on a une activité en propre d'assistance à maîtrise d'œuvre. On suit donc depuis la conception, le chiffrage, le montage juridique, économique et puis la construction.
Et ensuite, une fois que cette station elle est créée sous la forme d'une société de projet, on va l'opérer avec le transporteur pour aller trouver des clients tiers qui peuvent être des particuliers. Les stations sont ouvertes aux particuliers, la carte bleue, des transporteurs, des transporteurs, compte propre, compte d'autrui, collectivités locales, etc. Donc nous, vu les investissements, si vous voulez, la logique, c'est de dire aux transporteurs, vos camions, quelque part, c'est un levier pour passer à de nouvelles énergies parce que vous consommez énormément d'énergie, donc c'est un bon point de départ pour investir. Et si vous voulez en plus fournir une solution à votre territoire, eh bien vous pouvez ouvrir cette station avec GazUp au sein d'un réseau et donc quelque part mutualiser le coût de l'installation sur tous les utilisateurs et être acteur du changement sur votre territoire. Et donc c'est le transporteur qui par rapport à ses besoins, alors il peut être tout seul mais il peut être aussi en collectif. La station de Toulouse, par exemple, il y a 7 concessionnaires, enfin 6, je crois. Donc, ça peut aller d'un transporteur à plusieurs, ça peut être aussi un transporteur qui s'allie à un syndicat d'énergie ou à son chargeur ou à son client. Donc, les combinaisons dans les sociétés de projet sont multiples. Mais l'idée, c'est de sécuriser le partenariat. Et une fois qu'on a sécurisé ce partenariat, c'est aussi d'offrir aux transporteurs la possibilité de participer à la gouvernance de GazUp. Et là, c'est très important pour les temps qui courent, parce qu'on a une explosion du prix du gaz. Et là, précisément, nos transporteurs, ils ne sont pas seulement clients, ils ne subissent pas le prix. On construit avec eux une stratégie pour faire face à ce choc. Et cette stratégie, elle tient compte à la fois de nos coûts à nous, en tant qu'exploitants de station, mais aussi de leurs coûts à eux. Donc on ne les met pas dans une situation où ils se retrouvent avec un compte d'exploitation en berne et où ils n'ont pas d'autre choix que d'arrêter les camions. Donc c'est vraiment cette logique-là partenariale qu'on a voulu mettre en place. Et ça marche sur le gaz, mais ça marchera encore mieux avec le biométhane qui va remplacer progressivement le gaz. Et donc on est en train de travailler sur des nouveaux projets, je vais laisser peut-être Christophe en parler, mais on est en train de travailler sur des nouveaux projets pour verdir tout ça et pour accueillir également, encore comme je le disais, l'électrique ou l'hydrogène. J'en dirai peut-être un mot après, mais voilà, qui sont effectivement peut-être les étapes qui vont venir compléter ce dispositif. L'objectif chez Piquet Charbonnier, c'est pas seulement en fait de rouler au gaz naturel, c'était d'être capable demain de produire l'énergie que l'on consomme. Donc aujourd'hui, au-delà d'avoir investi dans des stations et dans des camions, on a investi dans des méthaniseurs. Donc on est en train de construire un méthaniseur qui va injecter son premier kilo de gaz en janvier prochain, donc sur Avalon dans l'Yonne. Et pour aller au-delà encore de ce projet-là, on est sur un projet où on voudrait faire une usine de liquéfaction, où on prendrait le gaz réseau. Donc c'est-à-dire que tous les méthaniseurs de France qui sont raccordés au réseau injectent dans ce réseau. Et ben nous demain avec ce projet qui s'appelle Bourgogne BioGNL, on prendrait le gaz réseau, on le liquéfierait et ensuite on le transporterait pour apposer des stations de biogaz. En fait on ferait du BioGNL pour le gaz réseau qui parle. Donc c'est ce biogaz issu du réseau, on le transporte, on le Vous avez vu, liquéfierait. vous êtes corrigé, hein. Attention, vous ne pouvez pas dire des bêtises. Donc le biogaz. Voilà, ce qui n'existe pas aujourd'hui. En fait, en bio-GNL, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc ce projet qu'on a, qui a une échéance à peu près de 2 ans, nous permettrait d'approvisionner des stations de GazUp, comme éventuellement d'autres réseaux de là en France. Est-ce que justement, Thibaut, vous avez des choses à rajouter aussi? Parce qu'il y a une complicité entre les deux. Je suis obligée de me mettre entre les deux. Sinon, on va avoir l'impression que vous êtes sur cette table ronde, mais qu'on ne vous entend pas. Donc ça, c'est pas le souhait. Non, nous on a aussi à peu près une démarche un peu similaire. En fait, le projet a démarré chez nous en 2015-2016 aussi, avec un projet de méthanisation sur la commune. Donc les projets de méthaniseurs ont des fois des échéances administratives beaucoup plus longues que certains projets que nous on pourrait avoir en tant qu'entreprise. Et le méthaniseur s'est fait balader de terrain en terrain par les collectivités. Donc on arrive en backup, en fait on se dit on va mettre un terrain à disposition pour essayer effectivement que le méthaniseur sorte de terre et puisse alimenter nos camions. Donc en fait on va aussi participer au développement du territoire alors on ne sera pas le porteur du projet de méthaniseur, mais il y aura un terrain pour pouvoir que ce méthaniseur voit enfin le jour. Cela dit, pour les transports routes, depuis le premier jour de fonctionnement de la station, on a quand même du biométhane. C'est-à-dire qu'on injecte dans les camions 20% de biométhane à minima qui vient d'un méthaniseur qui est en région Hauts-de-France. Donc c'est pas le méthaniseur qui était prévu au départ, mais aujourd'hui, depuis le départ, en fait, on achète du biométhane parce que la logique elle est là. Le gaz fossile est vraiment une étape de courte durée.
pour passer au bio, parce que c'est le bio qui nous intéresse réellement. On parlait de biométhane, alors là ça va être une question complètement novice, parce que vous parlez des Hauts-de-France, mais les Hauts-de-France sont vraiment producteurs de biométhane plus que les autres régions, parce que j'entends souvent revenir, c'est parce que oui voilà, moi aussi j'habite les Hauts-de-France, donc je me dis, est-ce que je pourrais pas faire cocorico un petit peu? Oui, il y a alors, la méthanisation est assez développée dans les Hauts-de-France, dans l'Est. Donc il y a pas mal c'est des régions qui sont quand même, il y a beaucoup de méthanisation. Également l'Ouest. Donc ça dépend. En fait, le potentiel de méthanisation, il dépend. En fait, il y a deux types de méthanisation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne cultive pas pour produire du biométhane. Ça, c'est pas possible. Ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est pas de mettre en concurrence l'alimentaire avec l'énergie. Donc, en fait, ce qu'on méthanise et ce qui est compatible avec les normes françaises, ce sont c'est vraiment les déchets d'une part, tout ce qui est déchets ménagers, reconditionnés, alimentaires, etc. Et d'autre part, tout ce qui est lié à l'agriculture ou à l'élevage. Les déchets des lisiers, des cultures intermédiaires, voilà, des cives, ça peut être méthanisé. Et là, par contre, on est vraiment dans du 100% vertueux, puisqu'en réalité, d'un côté, on récupère le biométhane, on peut aussi récupérer de la chaleur et du CO2 pour alimenter, même du CO2 alimentaire, de qualité alimentaire, ou pour les transporteurs locaux qui ont besoin de CO2 pour la gestion du froid. Et de l'autre côté, on va récupérer ce qu'on appelle un digestat, parce que quand le gaz est haut, il y a aussi des problèmes liés aux engrais. Les engrais, c'est du gaz. Et la méthanisation produit une espèce de boue qu'on appelle le digestat, et qu'on va aller épandre dans les champs, et qui est un engrais en fait, qui permet aux agriculteurs de réduire leurs apports en azote. Donc c'est vraiment totalement vertueux, si c'est bien maîtrisé. Et donc aujourd'hui, clairement, on les annonce, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau français, suite à la problématique qu'on a avec la Russie, d'indépendance énergétique, fait que tous les objectifs de méthanisation ont été rehaussés. Et nous, on travaille activement pour que le transport routier soit un des moteurs de cette accélération de la méthanisation en France et en Europe. Si je comprends bien, c'est important aussi de ne pas rester sur des idées reçues aujourd'hui sur la méthanisation, où il y a quand même pas mal de choses qui sont dites, mais qui ne sont peut-être pas justes, d'après ce que vous dites. En tout cas, on sent que quand c'est bien maîtrisé, il peut y avoir, tout peut être parfait dans le meilleur des mondes. Effectivement, il y a beaucoup de critiques sur la méthanisation en termes d'odeur, en termes de plastique dans le digestat dans les champs. Et c'est totalement faux aujourd'hui avec les nouveaux procédés qu'il y a. Dans le projet de méthanisation qu'on a sur la commune d'Avallon, on a prévu en fait d'avoir une usine de décommissionnement de déchets. On va collecter des biodéchets dans les communes, donc des déchets alimentaires. Et avec cette usine de déconditionnement, ça va trier en fait tout ce qui est matière plastique de la matière biodéchets. Et derrière, ça va nous faire une soupe qui va être parfaite en termes de qualité pour mettre dans le méthaniseur. Et ça veut dire que si on la met parfaite, cette soupe, dans le digestant, on ne retrouvera pas très peu de plastique. Alors une soupe, vous ne m'avez pas quand même convaincu pour manger cette soupe-là ce soir. Ça, c'est l'histoire de sortir de... Elle est juste pour le méthaniseur. Elle est juste pour le méthaniseur, on l'a bien compris. En tout cas, merci. On parlait tout à l'heure, vous vouliez faire un petit focus sur l'hydrogène. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ça en conclusion? Je vous poserai encore une question, mais peut-être refaire un petit point. Oui, l'électrique comme l'hydrogène sont à juste titre mis en avant. Mais il y a encore pas mal d'inconnus et pas mal de contraintes qui vont être levées. C'est toujours une question d'écosystème et de réunir des acteurs qui vont bien. Mais en ce qui concerne l'hydrogène, il faut savoir quand même que 98% de l'hydrogène qui est aujourd'hui produit en France est produit à partir de gaz naturel. Et si on le produit à partir de biométhane, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on transforme une énergie, on perd à peu près 30% de cette énergie. Donc il y a un vrai sujet, de prendre du méthane, du biométhane pour en faire de l'hydrogène vert, ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc aujourd'hui, par contre, dans des écosystèmes très particuliers, ça peut marcher. Nous, on a répondu à des appels d'offres avec une société qui s'appelle Life, par exemple, qui est leader français pour les ports notamment de l'Aropa. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hydrogène, son premier marché, ça ne sera pas la mobilité. Ça sera surtout dans un premier temps les processus industriels qui peuvent avoir effectivement un intérêt à avoir de l'hydrogène vert à partir du moment
où il y a une forte production d'énergie renouvelable à partir d'éoliennes ou de solaire. Voilà, là l'hydrogène a un double avantage, c'est qu'il peut être un vecteur énergétique important, propre, et il peut permettre aussi de gérer la discontinuité et le stockage des énergies alternatives. Donc c'est un bon vecteur énergétique, mais il n'est valable que dans un écosystème très particulier. Et quand il y a cet écosystème, avec production de LR, industrie électro-intensive et éventuellement des besoins de transport, là on peut avoir sur des ports, sur des plateformes logistiques, il peut y avoir des écosystèmes intelligents où on arrive à avoir une mobilité hydrogène chère mais accessible. Mais c'est ce qu'on voyait en fait, c'est aussi la mixité qui peut éventuellement vous permettre de pouvoir trouver ce qui sera le plus adapté au transport du moment finalement, ou en transport, enfin en fonction des cahiers des charges que vous avez. Si vous aviez deux mots-clés, deux conseils à donner peut-être aux personnes qui sont ici et qui nous écoutent, quels seraient-elles? Quels seraient-ils si ce sont des conseils? C'est mieux. Je ne sais pas comment ils vont le prendre. Heureusement, Alors, je me reprends. pour les transporteurs qui sont présents ici, effectivement, alors, au lieu d'être spectateurs de la transition énergétique, passez acteur. Et allez-y, foncez. Ça au moins c'est bien. Vous voulez pour les cœurs, on y va. Alors ça c'est marrant, moi j'ai parlé côté chargeur, donc Ouais. justement d'intégrer cette stratégie de développement durable dans leur choix de transport et arrêter de sortir du tout diesel et vraiment aux chargeurs aussi d'être un élan pour accompagner les transporteurs qui s'engagent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour finaliser, pour finir, parce que je suis la maîtresse du temps, paraît-il, ici sur ces conférences, c'est 30 minutes, pas 1 minute de plus, mais les questions sont ouvertes bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions, puisque nous avons des acteurs ici sur notre podium qui sont forts de conseils, donc qui peuvent vous répondre tout de suite? C'est toujours, en général, quand je pose des questions, ça va pas. Si moi je pose des questions, tout va bien, mais quand je pose des questions, si quelqu'un a des questions, ça va pas. Des questions? Ah bah oui, si vous êtes Gazop, vous avez plutôt des réponses que des questions, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ça sera le moment, bien sûr, de poser des questions. Alors si vous ne voulez pas poser vos questions au micro, bien, je vous invite à rencontrer les 3 personnes qui sont avec moi, c'est-à-dire Arnaud, Thibault et Christophe, et d'échanger avec eux. Comme ça vous permettra aussi de prendre des orientations différentes. Monsieur, vous avez pris beaucoup de notes. Je fais une copie tout de suite après et je fais une interrogation écrite. Merci à vous toutes et à vous tous. On continue jusqu'à 18h. Bien sûr, on est ensemble sur ce stand merveilleux. Merci. Quelque chose à rajouter? Alors juste pour les adhérents Flow, voilà, si vous avez des questions, vous avez Raphaël qui sera ravi qui est notre directeur commercial, qui sera ravi de prendre vos commandes. Et vous avez Philippe qui est notre responsable BET, donc si vous avez des problèmes techniques, il aura toutes les réponses. Il n'y a pas de problème technique, ça ne peut pas exister. Des questions, mais Voilà, pas de problème. merci. Il y a la solution. La solution est ici. Merci beaucoup à vous 3. Merci.